Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Charlotte, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons l'épisode 87, J'ose oser. Bulle de Bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur. Avant de démarrer, un témoignage d'un de nos clients Amazon. Nous nous étions achetés 2 minutes mon amour et je l'ai racheté pour un couple d'amis. Idéal sur la table de nuit pour toujours se coucher de bonne humeur sur une note positive et affectueuse. Très bien pour entretenir son couple au quotidien. Alors, vous êtes en couple? Et si vous osiez les cartes 2 minutes mon amour? Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Ah, le début de l'année et son défilé des bonnes résolutions. Sa liste de défis à relever, d'expériences à tester, de changements professionnels à opérer et même de complexes à oublier. Si cette période a un petit goût excitant, il n'en est pas moins que chaque année, au mois de décembre suivant, je me dis « Bingo !» Je ne suis pas allée très loin dans ma liste. Et pire, j'ai parfois abandonné dès le 1er février. Mais où est passé mon élan révolutionnaire? Bon alors ok, la routine nous rattrape, les enfants, le boulot, le temps qui file. Mais bon, toutes ces petites excuses ne cachent-elles pas un vrai problème, plus enfoui, bien enraciné? Non, en vérité, j'ai peur. J'ai peur du changement, j'ai peur de me tromper et je n'ose pas. Et ça me chicote. Pourquoi suis-je paralysée dès qu'il s'agit de me lancer dans une aventure, petite ou grande? Et comment puis-je dompter ma timidité, sauter vraiment le pas d'un projet dont je rêve? Et comment lâcher la bride et révéler celui ou celle que je suis tout au fond de moi? Alors, à votre avis, on est timide ou complexé? Ou alors on le devient? Nous sommes parfois conditionnés depuis notre enfance par le besoin impérieux de réussir, de tout faire parfaitement. Cela a commencé enfant quand nous nous efforcions de finir notre assiette pour faire plaisir à nos parents, puis à l'école lorsqu'il fallait rapporter de bonnes notes, ou lorsque nos parents nous laissaient faire la cuisine en surveillant les proportions de près et gare à nous si nous cassions l'œuf maladroitement. Réussir aussi, c'est auprès de nos copains, lorsqu'il fait être le plus fun, le plus branché, le meilleur en sport pour épater la galerie, etc. Parfois, ce sentiment de devoir réussir prend tellement de place qu'il nous étouffe. Alors, nous préférons ne pas commencer pour ne pas prendre de risques. Je joue au tennis, je me débrouille pas si mal, mais je préfère ne surtout pas m'inscrire à un tournoi de peur d'être éliminé au premier tour. Autre exemple, je n'essaye pas de nouvelles recettes. La dernière fois, j'ai fait brûler une tarte que je rêvais d'essayer depuis 6 mois, et d'ailleurs, mes enfants, hyper exigeants, n'ont pas raté l'occasion de le souligner. Ou encore, j'aime bien courir, mais jamais je ne m'inscrirai à un semi-marathon avec des amis, j'ai bien trop peur d'arriver 1 heure après elle. Encore une peur? J'évite de m'inscrire sur ce site de rencontre car je suis persuadée de ne pas être à la hauteur. Je pense aussi à cet ami en pleine reconversion. Il est bourré de talent, mais n'ose pas contacter les personnes qui pourraient l'embaucher dans le nouveau secteur d'activité qu'il convoite, car il n'a pas le diplôme exact qu'il faudrait. Je viens de passer à la retraite et je me terre chez moi car je me sens inutile et je suis en fait pas capable de grand-chose à part le job que je faisais. Et pourtant, on le sait bien, cette peur de rater est non seulement une illusion, mais elle est surtout une source de frustration et de déception. Et à long terme, elle inhibe notre capacité à oser de nouvelles choses. Sans parler aussi que je peux reporter cette peur sur les autres. Alors, comment mes enfants, mon entourage ou mes collaborateurs peuvent-ils faire preuve d'audace et oser si je les reprends à chaque petit écart? En surface, avoir peur d'oser peut dissimuler la peur de la nouveauté. Et oui, sortir de sa zone de confort, je vous renvoie à notre podcast 57, peut effrayer certains à des degrés différents. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, dans la réalisation de quelque chose de nouveau, d'un examen ou alors d'un saut dans l'inconnu, en général, on a toujours peur avant l'épreuve concrète. C'est en cela que les véritables obstacles sont intérieurs. En creusant davantage, on tombe sur 2 freins majeurs qui nous empêchent bien souvent d'oser. Le premier, la peur d'échouer, et le deuxième, la peur d'être jugé. Alors, j'ai souvent peur d'échouer? Je peux me demander, à qui vais-je faire le plus de peine si je ne réussis pas?
Ou alors, qui ai-je peur de décevoir? Mon mari, ma mère, mon manager, mes enfants, mes amis? En ce qui concerne la peur d'être jugé, c'est lorsque je me demande, au fond, serais-je autant aimé des autres s'ils voient que je ne suis pas parfait, ou bien que je suis un peu différent de ce que je donne à voir socialement? Certains sont même parfois très forts pour s'auto-saboter. Je repense à cette jeune femme que j'ai accompagnée qui avait décroché un entretien pour un poste qui l'attirait énormément. Elle maîtrisait clairement 80% de la fiche de poste. Au fond d'elle, les 20% restants l'intimidaient, mais elle savait qu'elle en était capable. Et voilà qu'au cours de l'entretien, elle s'est mise à bafouiller, à présenter au recruteur tout ce qui lui manquait, toutes ses contraintes logistiques et personnelles. Elle s'est sentie victime de ce sentiment de l'imposteur qui font tellement douter de ses propres talents. Pourtant, le seul risque que nous prenons en essayant de faire ce que nous aimons est d'être plus épanouis. Allez, je change de regard. Alors, que peut-on faire pour oser oser? Tout d'abord, la première chose, c'est que oser, c'est sortir de sa zone de confort. Changer radicalement donne le vertige? Mais oui, effectivement. Cependant, je peux initier cette dynamique en modifiant de petites habitudes que je pensais immuables ou alors auxquelles je n'ai jamais pensé. Allez faire un petit tour dans notre podcast 57, je sors de ma zone de confort. Mais pour illustrer le tout, j'aimerais vous raconter l'histoire de Lu Khan, une journaliste américaine. Il y a 10 ans, après un cancer, elle s'est lancée le challenge One Year of Firsts, c'est-à-dire une année de nouveautés ou de première fois. Son défi était d'expérimenter quelque chose de nouveau chaque jour. Elle explora en un an des choses aussi nouvelles et variées qu'un concours de boules de neige, un repas 100% cru, un appel Skype avec un inconnu qui vivait le même challenge qu'elle, courir déguisé en Père Noël, et ce n'en est qu'une partie sur les 365 qu'elle a réalisées. Expérimenter des choses nouvelles nous réveille. C'est une vraie gymnastique intérieure et un puissant antidote à la déprime. Sans aller jusqu'à une nouveauté chaque jour, on peut commencer par de petites expériences qui sont à notre portée. Le nouveau a un effet énergisant, immédiat et qui infuse mon moral à long terme. Et oui, oser, c'est nourrir un recueil d'expériences. C'est comme un carnet vierge dont on remplit chaque jour une nouvelle page. Alors, j'ai peur de me tromper? Lu Khan a réalisé au cours de ce défi que l'expérience ne nous évite peut-être pas de faire des erreurs nouvelles, mais nous évite d'en reproduire de vieilles, et cela n'a pas de prix. Il suffit parfois d'une petite étincelle pour allumer un brasier. Ce n'est rien de moins qu'un cercle vertueux. Quand je mets le pied, ou juste un petit orteil, dans quelque chose d'inconnu, cela déclenche un élan nouveau. Goethe l'a lui-même expérimenté en disant « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Identifier nos entraves est capital. Nommez-les, nommez-les et nommez-les encore. Mettre un mot sur les craintes qui m'habitent ou sur les angoisses d'échecs divers et variés leur donne déjà du corps. Et vous le savez bien, on se bat mieux contre son adversaire dans une pièce éclairée que dans le noir. S'attaquer à ce qui me fait peur peut m'entraîner vers des souvenirs d'enfance, des schémas bien ficelés et pleins de nœuds. Pour ça, je vous laisserai écouter notre podcast numéro 15, « J'apprivoise ma peur ». Nommer mes craintes me permet aussi de réévaluer mes peurs. Je fais le tri alors entre les peurs qui se basent sur un élément objectif et celles qui sont de pure fiction construites sur des croyances. Là, vous pouvez aller réécouter notre podcast 29 sur les croyances. Et parfois, mes croyances sont tellement vieilles qu'elles sont en béton armé, et il est probable que je me rende compte que je n'osais pas me lancer dans une aventure parce que je m'étais construit l'idée que je n'en étais pas capable, que je ne le méritais pas, etc., etc. Et pour déverrouiller l'audace, donc, identifions ce qui l'entrave. J'aimerais vous parler de Tim Ferriss, célèbre entrepreneur qui enchaîne les conférences pour raconter comment il est devenu capable de surmonter ses plus grandes peurs. Il explique beaucoup que les meilleurs résultats ou expériences que nous pouvons vivre sont souvent freinés par de fausses constructions et des hypothèses non testées.
Nous retombons sur la place que prennent les constructions mentales, le subjectif dans notre esprit. Voilà quelques anecdotes qu'il partage pour illustrer ce point. La première, c'est l'histoire du plus grand défi de sa vie. Longtemps, Tim Ferriss ne sut pas nager. Il avait pourtant grandi au bord de la mer, mais une expérience traumatisante pendant un camp d'été au cours duquel il avait failli se noyer avait instillé en lui cette terreur de l'eau. Et cette peur allait le poursuivre longtemps. Il explique très bien au cours d'une conférence TED que son incapacité à nager avait été une de ses plus grandes hontes et des plus grandes humiliations. Cette humiliation et cette crainte de l'eau durent jusqu'à l'été de ses 31 ans. Cet été-là, un beau copain qui s'enfilait des litres et des litres de café par jour lui promit de tenir une année sans caféine si lui, Tim, pouvait nager 1 kilomètre en eau libre. Tim décida de se jeter à l'eau dans tous les sens du terme et il réussit à nager 1 kilomètre dans la mer d'une traite. Et en sortant, pour la première fois de sa vie et depuis bien longtemps, il eut le sentiment d'être devenu le super-héros qu'il pensait être avant l'incident quand il était petit et là où il avait eu tellement peur de la mer. Mais alors, comment est-ce qu'il s'y est pris? Parce que tous les essais qu'il avait faits précédemment avaient échoué. Il avait interviewé des triathlètes, il avait pris des cours avec des nageurs olympiques, rien ne marchait. Jusqu'à ce qu'un de ses amis nageurs le mette sur la voie de Terry Loughlin. Cet homme, c'est un entraîneur de natation qui a fondé le Total Immersion, une technique de natation populaire qui met l'accent sur la forme avant la vitesse. Et en fait qui appréhende la nage sous l'angle absolument objectif de la biomécanique en étudiant froidement les enjeux de propulsion et d'aérodynamisme. Grâce à cette technique de natation, Tim Ferriss trouva la clé pour vaincre sa peur subjective de l'eau et il accomplit alors cet exploit du kilomètre parcouru en eau libre. Une autre histoire de Tim Ferriss est celle de Tim Ferriss qui dompte le tango après un séjour en Argentine. En fait, tout est parti d'un événement désagréable quand une professeure de danse moqua son corps rigide et trop musclé. Humilié, il a pris la décision de devenir un bon danseur de tango. Pour se motiver, il s'inscrit à une compétition qui avait lieu peu de temps après. Puis alors, il a répertorié les vainqueurs de cette compétition et il est allé les interroger un par un. Il a établi une liste concise des compétences que je nommerais explicites, comme les mouvements recommandés, et toutes les caractéristiques implicites, c'est-à-dire la longueur des pas, le style, etc. Et il a partagé tout ça avec les vainqueurs de ce tournoi. Il décida alors de choisir de se focaliser sur 3 compétences clés de cette liste. Et cette approche l'amena jusqu'au championnat du monde où il pulvérisa le record. Incroyable. Ce qu'essaie de démontrer Tim Ferriss à travers ses conférences et ses témoignages, c'est qu'il est capital d'identifier ses peurs et d'oser accomplir de grandes choses. La peur est votre ami, dit-il. La peur est un indicateur. Parfois, cela vous montre ce que vous ne devez pas faire, mais le plus souvent, il vous montre exactement ce que vous devez faire. Tim Ferriss nous dit encore « Les meilleurs résultats que j'ai eus dans ma vie, les moments les plus joyeux, je les ai eus en me posant cette simple question « Quel est le pire qui peut arriver ?» Une autre piste pour oser, c'est l'optimalisme. Alors, qu'en est-il? Tal Ben-Sahar, notre professeur de psychologie positive à Harvard, dont nous parlons souvent, explique qu'il a longtemps cru, comme beaucoup de parents, que la recette du bonheur comportait 2 ingrédients majeurs, la réussite et le succès. Il a cherché longtemps le succès, notamment dans les compétitions sportives. Il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'être champion de squash ne lui ôtait pas la sensation permanente de manque et d'insatisfaction. Sa recherche du bonheur le mena ensuite vers des disciplines dans lesquelles il n'était pourtant pas le plus fort, à savoir la philosophie et l'écriture. Dans son livre « L'apprentissage de la perfection », le professeur propose une voie qu'il appelle l'optimalisme. Comme vous imaginez, l'optimalisme vient du terme optimum. Et l'optimalisme veut dire donc le plus favorable pour atteindre un but déterminé. C'est en fait une forme de perfectionnisme sain qui consiste à atteindre les objectifs fixés en faisant le meilleur usage possible du temps dont nous disposons. De plus, l'optimaliste estime que les échecs, tout comme les émotions négatives, font partie de la vie. Il les met même au même plan que les expériences positives.
Bon, évidemment, ils ne prennent pas plaisir à toutes ces émotions négatives ou désagréables. Cependant, les optimalistes tirent profit de toutes les situations qu'ils vivent et ils n'hésitent pas à se lancer dans de nouvelles expériences au risque d'échouer. On parie que Churchill l'avait en tête lorsqu'il disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Quand je me lance et que j'ose, suis-je seule avec moi-même? D'un côté, oui, je suis seule à pouvoir lever les barrières, desserrer les freins intérieurs qui m'empêchent d'oser. De l'autre côté, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de mon réseau pour prendre et pour rendre mes actions concrètes. Je rêve de sauter en parachute, je peux parler de mon idée à des amis, essayer de glaner des infos sur des groupes de discussion en ligne, je peux passer des coups de fil pour identifier le prestataire qui m'offrira l'expérience la plus chouette et sécurisée. J'ai toujours rêvé d'une frange, mais j'ai peur d'être moquée. Et hop, je prends rendez-vous chez un coiffeur pour en parler et lui demander conseil. Un coiffeur a aussi été formé pour étudier la morphologie des visages. Demander son avis à un coiffeur, c'est aussi donner de la valeur à mon projet. Ouvrir mon projet et mes idées à d'autres leur donne de l'épaisseur, de la consistance, du relief. Exposer mes idées et y intégrer d'autres, c'est créer un tissu de relations qui me fait sortir de ma bulle et élargit mon cœur et mon système de pensée. Ça développe mes idées vers des applications auxquelles je n'avais pas pensé. Je m'inscris dans un monde bien vivant et dynamique quand je partage. Par exemple, j'ai toujours rêvé de créer ma boîte, mais être indépendante et quitter le cocon de l'entreprise me terrifie. J'ai peut-être peur de me planter et d'engloutir mes ressources financières, ou alors j'ai peur de ne pas percer. Rien de tel que d'intégrer un groupe de réflexion constitué de gens qui se posent des questions, d'assister à des conférences sur le sujet, de suivre un MOOC en ligne. Avec la multitude de ressources individuelles, de groupes, connectés ou en personne, je n'ai pas d'excuse pour ne pas faire un pas en avant. C'est souvent en parlant de leur idée que les plus grands créateurs de start-up ont trouvé leur associé et que leur projet a décollé. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Éviter d'oser, c'est avoir peur du changement, peur d'échouer ou encore peur du regard des autres. 2. Nommer mes peurs me permet de mieux les déstructurer. 3. Entrer en connexion avec mes désirs profonds et ce qui me fait vibrer me permet de recalibrer mes projets et mes priorités. 4. Accepter la prise de risque rend bien plus heureuse que la prudence immobile. Et enfin 5. Oser, c'est initier de petits changements pour se sentir capable. Allez hop, je me lance. Prenez 2 minutes, chers auditeurs, pour répondre à cette question tirée de 2 minutes ensemble. J'imagine réaliser un de mes rêves. Moi aussi j'essayais. Je vous sers une petite mousse? Attention, elle pétille celle-là. C'est Eleanor Roosevelt qui nous lance un défi. Faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur. Ça vous donne des papillons dans le ventre? Moi aussi, et c'est bon pour la santé. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de Bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.